Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc là, nous allons parler de management encore et de Sloan, qui est un manager américain des années 30 aux années début des années 60. Et donc plus particulièrement, nous allons nous attacher au management par objectif. Alors, en introduction, on va voir la problématique qui s'est posée dans le marché automobile, puisque en fait Sloan était un dirigeant de General Motors, et ce qu'il a fait d'un point de vue de cette construction automobile. Alors ici, je vous ai mis un graphique qui correspond un peu à la production de voitures depuis les années 1900 jusqu'à les années 1960. Alors, dans la première partie de la production automobile, on peut dire que c'est la Ford T qui a en fait dominé le marché complètement. Et à partir des années 20, enfin fin des années 20 en fait, oui, donc alors la particularité de la Ford T, c'est qu'il n'y avait qu'un seul modèle et qu'une seule couleur. Donc en fait, le Fordisme était basé sur une standardisation en fait du produit. Et donc ce qui permettait de faire une production de masse et de faire baisser les coûts. Et donc à partir des années 1927-30, on commence à maîtriser très très bien la production automobile et il apparaît aussi une concurrence, puisque en fait, à partir du moment où Ford a commencé à créer carrément une fortune colossale, eh bien évidemment d'autres personnes se sont dit bah, pourquoi pas nous et donc se sont lancés dans la construction automobile. Alors c'est là qu'est apparu à peu près à la fin en fait de la Ford T, puisqu'en fait tout le monde pouvait se la payer, si vous voulez. Enfin, un grand nombre de personnes pouvaient se la payer, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Et donc, malgré la concurrence. Et donc, General Motors est arrivé, et eux, ils ont modifié complètement le système en faisant des changements de modèle chaque année. Bon, ça, c'est, disons, le principe. Et à partir de cette stratégie, General Motors a évolué, bien sûr, à partir des années 30. Mais enfin, comme c'était une nouveauté, ça a permis à Ford, enfin General Motors, qui s'appelait pas General Motors au départ, hein, mais simplement pour simplifier un petit peu les choses, a commencé, si vous voulez, à proposer des choses différentes aux clients. Et donc à ce moment-là, ben, le client n'est plus attiré par la simple fonction de se déplacer du point A au point B de façon, disons, plus facile qu'avec un cheval, etc. Et donc a préféré quelque chose qui était plus dans ses goûts, si vous voulez, plutôt que dans la fonction de déplacement. Et ça, c'est la grosse trouvaille numéro un, en tous les cas, de Sloan. Alors à l'époque, même si on voit l'évolution de General Motors, c'est qui a dominé le marché hein, jusque dans les années 2000 à peu près, il n'en reste pas moins qu'il y a une forte concurrence. Donc en fait, changer de modèle chaque année, c'est pas suffisant. Donc il y aura d'autres apports pour pouvoir contrarier cette concurrence. Alors, ce que l'on voit sur les flux de production, donc entre les années 1910 et 1960, c'est que en fait, on ne se tracasse pas trop sur la réactivité et la flexibilité. À cette époque, on est plus sur une gestion de production relativement simple, qui consiste à faire des achats et à spéculer sur les achats de matières premières, donc ce qui nous permet de faire des stocks extrêmement importants en termes de matières premières. Donc là, ça ne pose aucun problème. Et quelquefois, bah, c'est même plus intéressant de faire du stock, puisqu'il y avait les prix qui pouvaient augmenter ou la disponibilité des produits qui pouvaient être plutôt raréfiés, parce que comme je l'ai souligné, il y a eu une explosion du marché automobile, et donc il y a une raréfaction de la matière première, et donc une envolée des prix. Et donc, en termes de production, on ne se préoccupe pas de ça, on achète la matière première, et enfin, on transforme. Donc là, je vous fais quelque chose de très basique, mais enfin, c'est un peu comme ça que c'était pensé à cette époque. Et on sortait donc des produits finis. Ici, avec comment dirais-je, l'objectif, en fait, c'est que, en fait, on sait que les produits finis vont être vendus, puisque la concurrence est tellement forte. Enfin, la concurrence, quand je dis concurrence, il s'agit aussi d'acteurs sur le marché, en fait, qui se font concurrence, mais la demande, elle, est tellement forte que même les concurrents les plus mauvais, entre guillemets, arrivent encore à vendre.
puisque la demande est vraiment d'une force assez incroyable. Ce qui fait qu'on peut stocker des produits finis, ce n'est pas un problème, on arrivera toujours à les vendre. Donc voilà un peu l'état d'esprit à partir des années 30 à peu près. Bon, bien sûr, il y a eu la crise de 29, etc. Mais jusqu'au début de la guerre en 39, c'était un peu comme ça. Et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, donc à partir de 45, 46, 47, aux États-Unis en tous les cas, la demande s'est accrue, etc. Il y a eu une explosion économique assez forte. C'était le début des 30 Glorieuses. Et donc on se retrouve avec des modèles de voitures un peu comme vous avez sur la photo ici. Alors ce qui est intéressant pour nous en termes de production, c'est qu'un modèle de voiture de 1950 compte à peu près entre 5 000 à 10 000 pièces. Alors qu'entre 1900 et 1925 à peu près, on se retrouvait avec un millier de pièces au grand maximum. Donc là, on a une multiplicité de pièces à produire avec une multiplicité de modèles aussi à fournir, puisqu'on change de modèle tous les ans. Ça veut dire changement des outillages, etc. etc. Donc ça crée énormément de problèmes en termes de production. Donc ici, sur le schéma que je vous ai représenté, donc sur le flux de production, c'est assez simple, mais au sein même de la production, ça c'est vachement compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour pouvoir gérer donc tous ces produits, donc on a vu que il y avait une production qui passait à plus de 100 000 voitures avec 10 000 pièces. Ça fait un nombre de pièces à produire qui est faramineux. Et donc, il faut s'y retrouver. Sinon, c'est plus possible. Et donc, on crée les flux de documentaires. Et donc, on va parler à ce moment-là de produits complexes, puisqu'on se retrouve avec un nombre de pièces de plusieurs milliers pour un produit qui est vendu pour un client. Et ici, on va se retrouver donc avec ce qu'on a appelé donc les fameuses nomenclatures avec sous-ensembles, composants, etc., articles. De cette nomenclature, on tire une fiche article qui va rassembler toutes les informations pour chaque article qui compose cette nomenclature. On va créer donc des gammes opératoires, donc ça c'est issu du taylorisme, tout simplement, avec les phases, avec les temps d'opération, de préparation, etc. Et on va avoir donc les fameuses gammes de montage, où là on est plus évidemment sur du Fordisme, puisqu'on va travailler sur des flux de production de masse, et on va se retrouver donc avec tout un tas de documents qu'il va falloir gérer. Donc on va se retrouver avec les principes de Fayol pour la gestion administrative. Donc ça crée énormément de documents et donc ici ça veut dire transmission d'informations. Alors ce qu'a fait Sloan, c'est d'intégrer donc différentes approches. C'est ça l'idée de Sloan. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de prendre une théorie et de l'appliquer, comme on le fait un peu maintenant avec le Lean par exemple, mais lui, il a plutôt dit je vais prendre des concepts qui se trouvent à l'extérieur et je vais les reformuler et les adapter à ce que je vais faire dans mon entreprise. Donc pour centraliser la gestion de cette structure géante, AP Sloan divise l'entreprise en sous-organisations autonomes. Donc ça, c'est un peu une idée un peu novatrice en fait. Donc l'autonomie relative des managers se détermine par l'application, donc comme je le disais tout à l'heure, donc du taylorisme, c'est-à-dire avec un formalisme des postes de travail, avec des analyses ergonomiques, avec les temps, etc., etc. Donc vraiment quelque chose de très pointu. Dans le taylorisme, il faut intégrer le Fordisme, puisque en fait, ça, dans l'automobile à cette époque, c'est quand même assez intégré, enfin, c'est quelque chose qui est assimilé. Le fayolisme, comme je l'ai signalé, donc c'est la gestion administrative, mais en même temps, c'est également la façon de manager les équipes. Il y a un début en fait, de management. Alors, il y a aussi l'application des relations humaines, donc il y a l'école de Elton Mayo, enfin l'école des relations humaines qui vient d'Elton Mayo, avec le fameux effet Hawthorne. En grosso modo, c'est un effet qui correspond à la motivation du personnel. C'est-à-dire à partir du moment où vous vous intéressez au personnel, si vous lui posez des questions, que
vous essayez de voir ce dont il a besoin pour pouvoir travailler, à ce moment-là, ben, vous pouvez augmenter la productivité. Donc, en gros, je schématise ici, je ne suis pas là pour expliquer ce que Elton Mayo a fait, ou le fayolisme ou le taylorisme. Je vous renvoie simplement aux vidéos qui sont... comment dirais-je, dans le répertoire management de YouTube. Alors, donc ça, c'est ce qu'il a intégré, et il a aussi intégré donc l'obtention d'objectifs indiqués par la direction générale de General Motors d'autre part. C'est-à-dire qu'il y a une entité General Motors, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, General Motors, hein, donc... je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais en fait, c'est tout ce qui concerne la mobilité, en fait, et donc il ne fait pas distinction de marque à proprement parler. Donc là, il y a un objectif global du groupe, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, évidemment, il va se poser des problèmes. Donc, vous voyez la structure qui est assez imposante, avec un nombre de pièces très important à produire, et avec une nouvelle façon de produire, si je puis dire. Donc, la question qui se pose, c'est comment je fais communiquer tout ça. Donc tous les services qu'il va y avoir, méthode, recherche et développement, production, services après-vente, commercial, etc. Et donc, comment je vais contrôler les dérives de management? Parce que là, j'ai une espèce de gros paquebot, là, comme ça, qui prend la mer, et puis, quand ça dérive, ça peut dériver très très loin. Donc, comment je fais pour contrôler, avant que ça n'arrive, si vous voulez? C'est un peu ça l'objectif. Alors, comment s'assurer de l'adéquation production-vente? Donc, comment je fais pour associer les ventes avec la production? Alors, certes, je peux faire des stocks, mais ils ne sont pas idiots, évidemment. Ils ne vont pas faire des stocks ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il y a une masse de stocks qui représente quand même une masse d'argent. Même si on sait que ça peut se vendre, mais ça représente quand même de l'argent immobilisé. Donc là, on essaye quand même d'harmoniser au mieux, en fait, la production avec les ventes pour essayer de diminuer les stocks. Alors, les idées de Sloan sur la relation entre les produits et donc la clientèle. Alors, il faut savoir que Sloan a remarqué, en fait, donc on est dans les années... on va plutôt se situer après la Deuxième Guerre mondiale, donc on est en pleine croissance. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'argent puisqu'en fait, ils démarrent dans la vie. Donc, c'est l'idée de Sloan. Et donc, il fait une voiture qui est, disons, entre guillemets, rudimentaire, mais acceptable. C'est-à-dire qui roule, qui est avec un certain attrait, puisqu'il peut changer les couleurs, etc. Hein, on n'est plus dans le Fordisme. Mais qui est d'un coût bas et qui permet un achat assez, entre guillemets, facile. Et puis, il considère que cette personne, donc ce jeune, va évoluer dans la société et dans son entreprise et va gagner du galon. C'est-à-dire que son salaire va augmenter avec son expérience. Et là, on va passer à une nouvelle marque, qui est la marque Buick. Et là, c'est plutôt le cadre moyen, donc c'est la personne qui a 45, 50 ans à peu près, voilà, et qui a envie, entre guillemets, de se faire plaisir. Donc il veut plus une voiture avec des fonctions un peu basiques, un peu, entre guillemets, rudimentaires, mais avec un peu plus de chrome, par exemple. Hein. Donc on voit que la voiture ici, elle a un peu plus de chrome que la voiture précédente. Voilà, et l'intérieur est un peu plus cossu, etc. Et puis on a la marque Cadillac, hein, donc qui est en fait la marque de luxe, où là c'est disons un peu un symbole de réussite, où là on se paye ça quand on arrive à la retraite, on se fait plaisir, on n'a rien d'autre à payer, pardon, et donc on se fait plaisir, on achète une Cadillac. Donc voilà un peu l'idée de Sloan, d'un point de vue, si vous voulez, des conditions sociales et de cette progression, et donc de s'adapter en fait aux besoins du client. Et donc, l'évolution de cette condition sociale que je viens de décrire, c'est le phénomène qui va créer en fait différentes marques. Donc là, je n'en ai cité que 3, mais en fait, dans General Motors, il y en avait plusieurs. Il y en avait, je ne sais plus, il y avait Chevrolet, je crois, encore à côté. Mais bon, grosso modo, c'est l'idée en fait qui nous intéresse ici pour les produits. Donc vous voyez ici la répartition. Donc ici, on a déjà... alors, ce n'est pas 3 modèles. Enfin, c'est 3 modèles, mais c'est 3 catégories de modèles différents, avec un nombre de pièces qui est évidemment différent. Et donc, c'est pour ça qu'il divise en fait son entreprise en 3
entreprises ou sous-entreprises, si vous voulez. Pontiac est une entreprise, Buick est une entreprise, Cadillac est une entreprise, mais elles font partie toutes les trois de General Motors. Donc voilà pour l'idée avec le produit et la clientèle. Alors, il a utilisé aussi la direction par objectif. Alors là, c'est vraiment le gros point qu'il a utilisé. Alors, bien évidemment, il l'a adapté à General Motors, à sa façon de voir les choses. Donc, pour répondre à la première question, donc comment s'assurer l'adéquation production-vente, eh bien, General Motors, par l'intermédiaire donc, de Sloan, ici, entre 20 et 50, on va dire même jusqu'à à peu près la fin des années 50 d'ailleurs, a mis en place donc une structure s'inspirant du système de management par objectif. Alors si on compare les deux, c'est-à-dire Ford, qui lui avait un seul modèle et donc une seule couleur, en fait partait du patron et envoyait ses consignes au directeur d'usine qui en fait renvoyait ça aux différentes maîtrises. Je rappelle que les maîtrises font partie de la structure du taylorisme, et construisait donc une voiture standard à grande échelle, donc production de masse, et donc lui permettait d'avoir des coûts extrêmement faibles. General Motors donc, pense la chose différemment. Donc là, on se retrouve avec 3 usines, donc Cadillac, Buick et Pontiac, avec chaque fois un directeur. Et là, il y a un échange d'informations, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des objectifs définis par le patron, mais le patron veut savoir, et donc des objectifs, et donc des objectifs précis pour Cadillac, pour Buick et Pontiac. Il est sûr que des voitures très chères comme Cadillac, on en produira moins que des Pontiac qui sont des voitures, disons, entre guillemets, bas de gamme. Alors il faut savoir qu'on se trouve là, encore une fois, après la guerre, et donc la population est plutôt jeune, donc il est normal qu'on produise plus de Pontiac que de Cadillac, par exemple. D'accord ? Donc voilà un peu l'idée. Et donc on va se retrouver avec plusieurs modèles qui vont changer annuellement, et également avec des couleurs différentes. Donc ça, donc, ce sont des nouveautés qui sont arrivées comme ça, petit à petit. Donc, vous avez vu aussi sur les photos précédentes l'apparition de chrome, ce qui n'avait pas forcément sur les Ford T. Donc c'est pour faire vraiment une distinction entre les deux. Alors ça ne s'est pas fait aussi brutalement, bien évidemment. Ça a évolué progressivement, mais General Motors était toujours un petit peu en avance sur ces points-là. Donc vraiment sur l'aspect, disons, commercial ou marketing. Alors nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le management et la direction par objectif. Alors, comment on fait ça ? D'abord, il faut une stratégie planifiée, ce qui n'était pas forcément le cas, puisque avec la Ford T, on savait qu'un seul produit, une seule couleur, on n'avait pas besoin de planifier quoi que ce soit. Donc, si vous vous rappelez la DIA concernant le flux de production, il suffisait d'avoir des stocks, et puis basta. Tandis qu'ici, ça peut fluctuer, puisqu'en fait, on a vu que ça fluctuait en fonction des conditions sociales, par exemple. En plus, il y a des modèles différents par année et donc ça peut jouer également. Donc ici, il faut quand même savoir ce qu'on va produire et quand on va le produire. Deuxième chose, on va décentraliser par division. Donc c'est ce qu'on a vu avec les différentes marques. Troisième élément, la structure multidivisionnelle. Alors ici, on va se recentrer sur les divisions internes, c'est-à-dire que vu les volumes qu'on va avoir et la partie flux documentaire, on va créer de nouvelles divisions, c'est-à-dire par exemple le service méthode, ça va, le service appro, le service après-vente, etc., etc. Donc là, il va y avoir des relations qui vont se complexifier un petit peu. Quatrième élément, donc le contrôle de gestion par division. Donc là, là c'est pour éviter les fameuses dérives dont on a parlé précédemment, donc comme objectif. Donc ça, c'est l'apparition du contrôleur de gestion qu'on trouve encore aujourd'hui dans les entreprises. Alors les débats contradictoires au sein du comité de direction. Alors ça, c'est un peu particulier, puisque dans ces années... alors, il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une ébullition un petit peu... comment dirais-je, intellectuelle, à tout niveau, donc au niveau de la psychologie, etc. Et on s'est inspiré également d'études qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis n'ont pas été touchés par la Deuxième Guerre mondiale, je parle d'un point de vue structurel. Il n'y a que l'économie qui a été un peu, disons, bouleversée, parce qu'il y a eu une économie de guerre, mais seulement les chercheurs ont continué à travailler en fonction des contraintes qu'ils avaient pour pouvoir travailler et produire des éléments pour la guerre. Et donc on se retrouve avec des gens comme
Lewin, par exemple, qui a travaillé beaucoup sur, comment dirais-je, la dynamique des groupes. Et donc, on se sert de cette dynamique des groupes pour introduire ça dans l'aspect management. Encore une fois, il s'agit bien de Sloan. Sloan, en fait, son génie était de prendre des choses extérieures et de les traduire de façon pratique dans son entreprise. C'est un peu ça sa façon de faire, si vous voulez. Et donc la thèse de la contradiction créative, donc ce qui dit que bon, si tout le monde pense pareil, ben évidemment on va dans le mur, parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui dit oh là, à mon avis il y a quelque chose qui ne va pas, et donc voilà, et donc on écoute évidemment ce qu'il dit, parce qu'on ne commence pas à dire ah ben c'est un complotiste ou c'est quelqu'un qui est un peu fou ou quelque chose comme ça. Donc on écoute, donc la créativité, bon c'est quelque chose qui est quand même assez comment dire, présent dans General Motors, puisque je vous ai dit qu'on change de modèle, on change de couleur, etc. Donc il faut de la créativité et il faut des échanges d'informations entre les différents éléments. On y reviendra plus tard sous forme de schéma pour que vous ayez une meilleure vue de ce à quoi ça peut correspondre. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est de répondre à la question comment communiquer avec tous les services. Alors certes, on a vu qu'il y avait des volumes d'informations extrêmement importants. Alors à l'époque, on n'a pas d'ordinateur, évidemment. Et donc, il faut communiquer. Donc les gens se réunissent, se voient, et s'informent en donnant des informations sur, par exemple, les volumes de production. En sachant que, par exemple, Pontiac produit des volumes beaucoup plus importants que Cadillac, puisqu'on a vu qu'il y avait un marché qui était complètement différent. Au niveau du produit et au niveau de la quantité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en fait des expériences ou des échanges d'expériences, justement, pour pouvoir capitaliser sur ces expériences et donc en faire une sorte de charte de bonne pratique. Et c'est ce qu'ils vont appeler donc la mutualisation de l'information, c'est-à-dire qu'il y a des échanges d'informations d'un point de vue hiérarchique, mais également sur un même plan, donc entre pairs, pour pouvoir avoir, si vous voulez, cet échange d'expérience. Et donc savoir ce que l'autre a fait et comment il le fait. En sachant, bon là c'est pas évident, donc là je me suis centré sur l'aspect managérial, mais il faut savoir qu'en termes de production, ils avaient déjà à l'époque un standard d'un point de vue des pièces ou des composants qui sont dans les différents modèles. Notamment au niveau des roues, par exemple, au niveau des boulons, enfin ce genre de choses, et parfois même au niveau du moteur. Ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les plateformes de production automobile. Voilà. Et donc, chaque directeur avait évidemment son autonomie, donc il faisait un peu ce qu'il voulait, à condition évidemment qu'il réponde à l'objectif. Donc c'est un peu ça la direction par objectif, c'est que en fait le patron fixe des objectifs pour chacun d'eux et on leur dit allez-y, faites ce qu'il y a à faire. Mais ça n'empêche pas qu'ils ne se font pas concurrence puisqu'on est bien dans des secteurs différents. Donc c'est ça qui est un peu particulier en fait, c'est cet aspect de non-concurrence entre les différents directeurs des entreprises. Donc ça, évidemment, c'est un peu pour la théorie. Dans la pratique, ça reste des êtres humains, et donc ça ne veut pas dire qu'ils comment dirais-je, ils se font pas concurrence. Alors, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que il y a un détachement de certaines divisions, certains services, la finance, comptabilité, recherche et développement, etc., étaient en relation directe avec le patron. Donc, en fait, quand je dis qu'ils étaient autonomes en termes de résultats et en termes de fonctionnement, il s'agit bien de la production. C'est pour ça qu'on insiste énormément sur l'aspect productif. Mais pour ce qui est des autres services, en fait, ça dépendait du patron et on a intégré ça après dans les objectifs de chacun des directeurs de chaque entité. Alors la gestion, donc adoption de nouvelles théories de management. Donc ça, les nouvelles théories de management, en fait, sont arrivées plutôt dans les années 50, 60. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque ? La théorie, en fait, qui a été établie. Donc je vous ai dit qu'il y avait énormément d'études qui étaient faites, un peu dans tous les domaines. Et donc on s'aperçoit qu'on développe en fait un peu l'analyse système. Et donc, on dit l'expansion de l'entreprise système passe par un nouveau principe. Donc, chaque fois qu'un membre d'une entreprise décide une action,
et met sa décision en exécution. Les conséquences de ces actes intéressent à des degrés divers la totalité de l'entreprise. Donc c'est un peu le fameux phénomène chaotique. Hein. Donc un battement de papillon en Chine crée une tornade aux États-Unis, hein, pour imager un petit peu cet état d'esprit. Donc là, on a parfaitement en tête la complexité en fait du système. Et on se rend compte également de l'évolution de cette complexité. Donc on voit apparaître des éléments comme la mécanographie, par exemple, qui est l'ancêtre en fait de l'informatique. Donc avec un système de cartes, etc. Cartes perforées. Alors le système de gestion intégré donc, se fixe comme un double objectif, concilier les décideurs entre eux et atteindre les buts de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Hein. Donc c'est bien cette mutualisation d'informations qui va permettre de concilier en fait ces décideurs entre eux, hein, et de savoir quels problèmes de stock ils peuvent avoir, de manutention ils peuvent avoir, d'absentéisme, etc., etc. Enfin tous les problèmes de management qu'on rencontre dans une entreprise. Hein. Alors évidemment, ça remet l'accent sur l'aspect humain. Hein. Donc puisqu'on dit que quand un membre d'une équipe commence à prendre une décision et la met à exécution, bah, ça a des conséquences en fait. D'accord ? Et ça a des conséquences sur tout le reste de l'entreprise. Donc, il faut tenir compte de l'impact humain sur le projet qu'on veut développer, à savoir donc la gestion de l'entreprise. Alors, deuxième théorie, c'est donc l'entreprise système qui découle un petit peu de la première, hein, donc complexité extrême, et on va essayer un petit peu de cadrer tout ça. Et donc, on va mettre en exergue je ne sais pas si c'est une science véritablement, mais enfin une nouveauté théorique qui est la cybernétique, et donc qui s'occupe en fait de la relation entre l'automatisme et l'humain. Donc comment on communique, un peu ce qu'on voit maintenant avec l'IA, avec les robots, etc. Ça existait déjà dans les années 50. Quoi. Sauf que là, on se dit, ces monstres-là d'organisation, puisqu'on a des entreprises il n'était pas rare de trouver des entreprises avec 5000 salariés, hein, c'était quelque chose d'assez, je dirais presque courant, ce qui est un peu plus rare aujourd'hui, mais à l'époque, on trouvait des grosses entreprises comme ça un petit peu partout. Je parle des États-Unis, encore une fois. Et donc ils reprirent les trois fonctions fondamentales de l'automatisme, à savoir le contrôle. Donc ça, on l'a déjà vu qu'il y avait une espèce de contrôle de gestion. Donc ça peut très bien s'intégrer. La régulation, donc éviter les dérives. Voilà. Et l'asservissement. Alors le terme, évidemment, là, il s'agit bien d'automatisme et de relation avec l'humain, mais on est basé sur de l'automatisme. Donc asservir les gens n'est pas très, très cool au niveau du terme, au niveau du vocabulaire utilisé. Mais bon, là, il s'agit de technique pure, il ne s'agit pas théoriquement d'organisation. Mais l'idée, c'est de l'utiliser dans une organisation, en fait. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer plus tard, à partir des années 60, fin des années 60, où on va commencer à appliquer, donc, disons, les bribes de l'informatique. Puisque, en fait, technologiquement, les dimensions des systèmes informatiques vont commencer à diminuer. Alors, tout est relatif, bien évidemment. Début des années 70, fin des années 60, début des années 70, on se retrouve encore avec des mastodontes informatiques. Mais le début est là, et la vague est en train de se créer, et donc il faudra en tenir compte, si vous voulez, d'un point de vue de la gestion administrative, puisqu'on a vu qu'il y avait énormément d'informations et d'échanges d'informations à effectuer. Et donc, plus tard, on verra donc la GPAO, donc la gestion de production assistée par ordinateur, la GMAO, la gestion de maintenance assistée par ordinateur, etc., jusqu'à l'ERP, Entreprise Resource Planning, où là, on va gérer complètement l'entreprise. D'accord ? Donc juste pour que je vous, je vous informe, si vous voulez, sur cette théorie qui a donné naissance un petit peu à cette application informatique. Et ce qu'on a aujourd'hui, bien évidemment. Alors, le suivi de gestion de Sloan, comment est-ce qu'il a entrepris ça ? Puisque, bon, lui, dans les années 30, 40, etc., il n'a pas à disposition un ordinateur. Donc, il faut qu'il trouve, disons, des astuces pour pouvoir fonctionner. Entre parenthèses, ces astuces fonctionnent toujours aujourd'hui. Hein. Et donc, on a le fameux patron qui a ses fameux directeurs avec ses différentes usines, comme on a vu tout à l'heure, et avec des consignes donc, qui descendent du patron vers le directeur, qui sont les objectifs qui sont définis. Et il y a des remontées d'informations
de chaque usine, donc de par la maîtrise, enfin je n'ai pas fait tout le détail de la hiérarchie, mais enfin il y a plusieurs niveaux hiérarchiques, et on remonte chaque fois l'information d'un niveau à un autre. Ça va. Et donc on va se retrouver avec des tableaux de bord, qu'on va appeler, et on va appeler ce phénomène de retour d'information le fameux reporting que nous connaissons toujours aujourd'hui dans les structures, disons, assez importantes, et même parfois plus petites. Alors, les tableaux de bord ont une particularité, c'est qu'à chaque niveau, chaque fois qu'on va monter d'un niveau, ils vont se synthétiser. Donc toutes les informations qu'on a à la base, on ne les retrouve pas forcément dans le tableau de bord du patron, sinon ce serait illisible. Et c'est ça l'idée de Sloan, c'est de faire des tableaux de bord, mais qui correspondent à chaque niveau hiérarchique en fait, et qui vont correspondre aux objectifs qu'on a fixés. Alors pour vous donner une idée un peu de tableau de bord, donc là je prends tableau de bord d'un directeur d'usine par exemple. Donc il va avoir en général, hein, donc ici c'est vraiment un exemple, hein, prenez ça comme un exemple, c'est pas quelque chose qu'on va avoir, c'est pas normé si vous voulez, c'est pas standard, hein, mais grosso modo c'est les éléments de l'époque pour pouvoir gérer en fait. Éléments qu'on a toujours aujourd'hui, hein, entre parenthèses. Alors, objectif de synthèse, donc on a un petit encadré qui nous dit, ben voilà, on a le stock d'inventaire, donc on a fait un inventaire, on sait combien on a en stock, on sait combien on met pour le stock de sécurité. Alors, le stock de sécurité, c'est pour répondre à tous les aléas qu'il peut y avoir dans le flux de production, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, le flux de production est relativement simple, donc on joue beaucoup sur les stocks, mais il faudra un stock minimum. Donc, c'est-à-dire qui va pallier, disons, un maximum d'aléas sans coûter trop cher. La taille du lot, c'est ce qu'on est capable de produire dans un délai. Donc ici, avec un délai d'obtention, donc qui est d'une période. Alors ça peut être un mois, une semaine, ça dépend de ce qu'on produit, évidemment. Ici, ce sont des voitures. Donc on va travailler par mois en général. Alors ici, donc ça c'est le stock d'inventaire, comme je l'ai expliqué. Donc ça c'est la totalité de ce qui se trouve dans le stock, hein. Le stock de sécurité, donc j'en ai parlé. J'ai dit à quoi ça correspondait. La taille du lot également. Donc la taille du lot c'est le nombre de produits finis, hein. Ici on est sur les produits finis. Voilà. Et le délai d'obtention, donc c'est le temps qu'on va mettre pour produire. Voilà. Donc avec tout ça, on va fixer des objectifs qui sont à ce moment-là planifiés. Donc c'est pour ça que vous allez avoir, donc, voilà, ici des périodes, hein, donc ici vous avez les mois, ici, voilà, ici vous avez les mois, donc ici janvier, février, mars, etc. Et vous avez une quantité qui est associée à chaque. Donc ici 40, 45, 47, etc. Alors ici, les chiffres qui sont donnés, ici, on calcule déjà à l'époque la saisonnalité, c'est-à-dire, suivant les périodes de l'année, ben, on vend plus, et d'autres périodes, ben, on vend moins, tout simplement. Alors, on se retrouve avec une autre partie, ici, voilà. Donc, on a les prévisions de vente et les commandes fermes, et ce qu'on va faire, ben, on va déduire les commandes fermes, en fait, des prévisions de vente. Donc, c'est pour ça que vous avez ici, à commande ferme 35, et ici, ben, il reste 5 en fait, produits à vendre. On va dire 5 voitures ici qui restent à vendre sur cette période-là. Etc. pour la suite des opérations, bien évidemment. Alors, le disponible prévisionnel, lui, il va se calculer. Alors, comment on fait ça? Donc ici, on va faire, pour trouver 80 pièces en stock, on va faire 80 voitures, hein, en l'occurrence. Alors ici, les chiffres, c'est vraiment pour l'exemple, hein. Ben, on va faire 120 moins 40. Alors, maintenant, les 40, ben, c'est la prévision en fait qui était prévue pour cette période. Et d'où viennent les 120? Ben, ici, tout simplement, on va utiliser donc le stock d'inventaire, c'est-à-dire 125, et on va retirer le stock de sécurité, puisque, je rappelle, hein, qui sert simplement au cas où. Et donc, il me reste simplement 120 en stock. Et ces 120, ben, je les retrouve dans mon calcul, et donc je fais 120, donc ce qui me reste en stock, moins 40, et il me reste 80 pièces disponibles, si vous voulez, à vendre. Alors, ici, donc à la période 2, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il ne m'en reste plus que 40, puisque j'ai enlevé 40 pièces et 80 disponibles à vendre. Et donc là, j'en ai plus assez, donc il m'en manque 5, hein, puisque j'ai 45 en prévision et j'ai 40 en vente. Et donc, on va simplement prévoir à la période 3 de recevoir 100 pièces. Comme le délai ici est de 1,
Et donc, il va falloir fabriquer donc, à la période précédente, c'est-à-dire à la période 2. Donc ici, on est en termes de prévisionnel. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais simplement pour vous expliquer un peu comment ça peut fonctionner. Et donc les 95 ici correspondent au lancement, c'est-à-dire 100, plus les 40 en fait qui étaient déjà dans le stock, donc on en a 140, moins les 45 qui sont à vendre, hein, donc qu'on doit vendre, et donc il va m'en rester en stock prévisionnel, hein, donc, parce que c'est pas encore lancé, mais on sait qu'on va, si on est au mois de janvier, on sait qu'on devra lancer en février, et donc il va m'en rester 95, puisque j'en ai laissé 100 plus 40 moins les 45. Voilà pour l'explication. Et donc avec ça, eh bien, on peut gérer l'entreprise de façon annuelle et donc de fixer ces fameux objectifs. Et donc les objectifs, pour le directeur de production, c'est de toujours être, comment dirais-je, positif dans son stock de produits finis, puisque ça doit être vendu, sans dépasser évidemment certaines limites. Voilà, alors maintenant, dernière partie, donc les avantages et les inconvénients de ce système-là que Sloan a développé. Alors les avantages, donc c'est l'autonomie qui englobe la réalité au plus proche du terrain et qui rend aux décisions adoptées donc une efficacité plus grande que celle obtenue par des directives venant du staff éloigné. Donc là, c'est plus possible de travailler comme Ford le faisait. Donc on est obligé de se rendre compte de ce qui se passe, encore une fois, pour éviter les dérives, surtout. Ça va ? Mais pas que. Hein, il y a aussi un échange d'informations pour augmenter l'expérience en termes de management et de production. Alors, la définition d'objectifs et leur communication en groupe de personnes concernées impliquent les acteurs dans le travail. Donc, quand vous fixez des objectifs à personne, que ce soit vous, moi, enfin n'importe qui, eh bien, on est quand même plus enclin à essayer de les atteindre. Alors, à condition, évidemment, que ces objectifs soient atteignables et qu'on ait les moyens de pouvoir les atteindre. Alors évidemment, il y a une récompense derrière. Hein. Donc là, elle n'est pas, comment dirais-je, visible. Mais bon, à l'époque, comme la concurrence est forte, rappelez-vous de ce que j'ai dit au départ, la concurrence est forte, énormément de gens qui produisent, la demande est forte. Donc on a tout intérêt à ce que les gens travaillent le mieux possible, qu'on ait le moins de retours possible, le moins de mauvaise qualité, ne serait-ce que pour mettre à disposition plus de produits et donc avoir des bénéfices plus importants. Donc on va payer plus cher les personnels qui travaillent et qui atteignent les objectifs, hein, avec des primes par exemple par objectif. Alors la responsabilité des niveaux hiérarchiques inférieurs diminue le temps consacré aux tâches mineures et augmente celui de la réflexion stratégique à chaque niveau. Alors ça, ce serait quelque chose qu'il faudrait peut-être rappeler aujourd'hui à certains managers, ce serait pas mal, puisqu'en fait avec la robotisation, donc là, on est déjà sur des domaines d'automatisation. Hein, dans les années surtout 60, on est déjà dans quelque chose, avec la cybernétique qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'automation en fait, hein, ou automatisation en fait des processus de production. Et donc en fait, on a de plus en plus des gens qui sont, comment dirais-je, consacré avec une tâche de réflexion. En fait, c'est l'idée en fait de Sloan. Hein. C'est de dire, en fait, je vais me servir de ce qu'il y a dans la tête des gens. En fait, hein. C'est ce que Elton Mayo avait déjà révélé avant la Deuxième Guerre mondiale avec l'école des relations humaines en sociologie des organisations. Donc avec la motivation du personnel. Donc il cherchait beaucoup cette motivation, Sloan, dans son type de management en fait. Alors, donc, dans la suite des avantages, donc on laisse le personnel prendre des initiatives grâce à la responsabilisation, l'autonomie, la flexibilité et la capacité à s'adapter à l'évolution. Donc, plus vous entraînez évidemment le personnel à réfléchir par lui-même, à observer ce qu'il fait, etc., lorsque des choses nouvelles arrivent, il est tout à fait habitué à réagir par rapport à ces choses nouvelles, parce qu'il n'est pas dans quelque chose qui est formalisé, structuré, standardisé. Ça va, normé. Il est dans la créativité. Les Japonais, par exemple, aujourd'hui, dans le Toyota Production System, ils ont un indicateur extrêmement important qui est le nombre d'idées produites par chaque employé de l'entreprise. Donc, c'est pas le premier n'est pas ce qu'ils produisent, mais leur capacité à produire des idées nouvelles. Ça va ? Idées nouvelles, ce n'est pas des idées révolutionnaires, hein, c'est simplement améliorer la productivité par des gestes, par, comment dirais-je, des conditions de travail plus saines, etc. etc. Et ce n'est pas forcément automatisé. Hein.
Donc là, je referai une vidéo, évidemment, sur le Toyota Production System. Alors, le personnel est épanoui, motivé et impliqué, puisque en fait, il participe. Hein. C'est encore une fois l'application de la théorie de Maillot, dont je vous renvoie sur cette vidéo qui est quand même assez intéressante de ce point de vue-là, et qui a toujours des applications aujourd'hui. Donc, on peut décentraliser par produit, par secteur ou géographiquement. Ce sont les grandes entreprises nationales et multinationales qui sont visées. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On a éclaté les grosses structures en structures plus modestes, et avec la logistique notamment, avec les flux tendus, etc. On a énormément de sous-traitants, etc. Donc voilà. Mais là, c'était le début, si vous voulez, de ce phénomène en fait de gestion qui a un peu évolué encore aujourd'hui. Hein. Alors évidemment, il existe des contraintes à ce système-là. Donc la dispersion et la focalisation des informations circulant entre les personnes contraint à des relations en termes de communication d'une grande efficacité. Donc là, on a vu que les volumes d'informations papier, hein, puisque en l'occurrence, l'informatique est arrivée assez tard, en fait, par rapport à ce que Sloan a développé. Mais en ce qui concerne cette époque, l'information avait une très très grande importance, donc il fallait avoir des capacités de synthétisation. C'est un peu ce qui manque aujourd'hui avec l'informatique, c'est-à-dire qu'on a tendance à trop détailler les choses, à vouloir prendre toutes les informations et on n'a plus une vision globale de ce qui se passe. C'est vrai, on veut saucissonner un peu les choses et des fois on se plante simplement parce qu'on va traiter des données qui n'ont aucun intérêt, quoi. Ça ne veut pas dire que le système à l'époque était, comment dirais-je, hyper performant. Hein. Donc en faisant des synthèses, il est évident que vous faites des choix, et quand vous faites des choix, vous oubliez certaines choses, ou vous omettez certaines choses dans tous les cas. Donc l'adhésion à un système de valeurs rigoureux formalise la condition de départ. Donc ça, c'est plutôt la théorie de Fayol, qui insiste énormément sur le recrutement et les valeurs nécessaires pour pouvoir travailler dans une équipe. Je le fais très, très synthétique, mais l'idée, c'est ça. Donc, la mise en place du processus de contrôle se justifie par le danger d'une dérive excessive et sans réaction de la part des managers. Donc, ça, c'est vraiment une contrainte, parce qu'on a vu que c'était l'être humain qui avait une grosse part de responsabilité dans la gestion. Et donc là, on est obligé quand même, de par ce qu'on a vu, la cybernétique, l'intégration de ce processus, si vous voulez, mais de manière, disons, appliquée au management. Et donc, c'est d'avoir des bons tableaux de bord qui permettent au manager d'éviter cette fameuse dérive. Donc, c'est un peu ça le fameux phénomène de reporting. Et donc, Sloan a conçu un tableau de bord commun pour ses subordonnés. Ah oui, alors, ça, j'en ai pas parlé du tableau de bord, mais en fait, le tableau de bord, en fait, il est identique pour chaque niveau hiérarchique. Ça va s'il y a des différences, elles sont vraiment extrêmement minimes. Mais normalement, chaque tableau de bord est standard, ce qui permet de faire des comparaisons. Alors, ce n'est pas des comparaisons pour des comparaisons, c'est des comparaisons simplement pour savoir ce qui marche plutôt bien ou ce qui marche moins bien, évidemment, et savoir pourquoi ça marche moins bien, et donc de s'inspirer de ce qui marche bien pour pouvoir aider ceux qui fonctionnent moins bien, quoi, tout simplement. Et donc, c'est la fameuse mutualisation des informations qu'on a vue tout à l'heure. Alors, les contraintes, donc la mise en place de changements de style chaque année, d'où est issu donc, le concept d'obsolescence programmée. Donc ça, c'est un peu... alors, c'est une contrainte dans le sens où il faut se remettre en question. Hein. Donc, encore une fois, la discussion en interne, mais sans avoir des bénis oui-oui, permet d'avoir cette émulation en termes de créativité. Donc, une structure de prix dans laquelle, du plus bas au plus haut, avec les marques, donc Chevrolet, donc Pontiac, Oldsmobile, Buick, enfin, il y avait tout un tas de marques, hein, donc il n'y en avait pas que 3, hein, comme je l'ai cité dans mes exemples, hein, il y en avait nettement plus, donc vous multipliez par le nombre de pièces, le nombre d'acheteurs, de profils d'acheteurs, etc., eh bien, ça devient quand même très compliqué à gérer, et il ne faudrait pas que les marques entre elles se fassent concurrence, quoi, hein, ce serait un peu un non-sens, si vous voulez, d'un point de vue de la stratégie de management. Alors, proposer une gamme diversifiée et renouveler les modèles, à créer les combinaisons d'éléments de base standardisés. Donc ça, c'est une contrainte, mais en même temps, je l'ai mis dans les contraintes, mais ça aurait pu être dans les avantages. Contrainte, tout simplement parce que il faut être capable de cibler, en fait, ce qui est standard. Et ça vient tout simplement
ce sont des remontées d'informations qui sont données par les gens à la base. Ça va, qui remarquent que on utilise les mêmes vis pour faire les mêmes choses, quoi. Ça va. À la base, ou quand je dis à la base, ça peut être des agents de maîtrise, évidemment, hein, qui eux-mêmes échangent entre eux. Hein. Alors Sloan pensait donc que la décentralisation procure des initiatives, responsabilités, efficacité et réduit considérablement le temps de réponse et apporter à tout problème. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, c'est un avantage, c'est pas une contrainte, certes. Mais la difficulté, évidemment, c'est de gérer tout ça. Ça va, donc là, encore une fois, on est sur des volumes de personnel extrêmement importants. Qui dit responsabilité initiative, ça veut dire aussi de personnalités différentes. Donc tout ça, il faut pouvoir le manager. Et ça, c'est une contrainte. Il faut être très fort en termes de communication, c'est-à-dire savoir négocier, savoir s'adapter, savoir écouter, etc., etc. Enfin, ça a développé, évidemment, toutes sortes de compétences d'un point de vue de la communication. Alors Sloan était un grand communicateur, et pour lui, c'était pratiquement naturel. Et donc, il engageait évidemment des gens qui lui ressemblaient, ce que font à peu près tous les patrons dans toutes les entreprises. Hein. Alors, la condition pour que ça marche, c'est la coordination et la circulation horizontale des informations. Donc ça, évidemment, il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que ça reste toujours vivant. Et c'est ça la difficulté. Donc c'est une contrainte, évidemment, au jour le jour, pour que ça reste toujours efficace. Voilà, j'espère qu'avec ce que vous avez vu ici, vous pouvez avoir une idée de ce que c'est que le management. Et là, on se rapproche tout doucement du management moderne qu'on connaît aujourd'hui. On a vraiment toutes les bases là pour faire un management plus moderne. Il n'y a que des modifications en termes de logistique la plupart du temps. Mais grosso modo, on a les bases en fait pour pouvoir commencer à travailler. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère que vous serez présent pour la suivante.